revient aujourd'hui sur cette affaire Tim Jorge. Vous allez ouvrir de grands yeux sans doute. Nous, ça a été notre cas. La désinformation, on en parle régulièrement. On la met même à toutes les sauces, on a l'habitude. Killers, l'enquête fait grand bruit et pour cause. De la désinformation à grande échelle, partie d'Israël qui a rejeté ce dossier en espérant que les preuves avaient été falsifiées. Mais donc on voit quand même que la manipulation, on ne sait pas si Tim Jorge est derrière ça, mais on voit que les manipulations peuvent aller très très loin. Imaginez un groupe prétendant pouvoir influencer une élection contre rémunération sans afficher une seule affiche, sans organiser un seul meeting, sans envoyer un seul militant sur le terrain. Selon les informations recueillies par les journalistes, ces outils comprenaient notamment le piratage informatique et des campagnes coordonnées de désinformation. Pendant des années, un groupe opérant dans l'ombre aurait proposé ce type de service. Les journalistes du consortium Storykiller l'ont baptisé Tim Jorge. Cette histoire commence pourtant à plus de 4000 km de là, au Kenya. Il va montrer en temps réel comment il est capable de rentrer. Le 5 septembre 2022 à Nairobi, 7 juges s'apprêtent à répondre à une question qui tient tout un pays en haleine. Quelques semaines plus tôt, William Ruto a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle et son adversaire, lui, il conteste. Il accuse 2 hommes proches du nouveau président d'avoir participé à une manipulation informatique du processus électoral. Le cour rend son verdict. Les preuves présentées contre ces 2 hommes sont écartées dans des termes très durs. L'affaire semble entendue. 2 personnes accusées d'avoir participé à un piratage informatique, une justice qui les blanchit. Mais voici la question que personne ce jour-là n'a encore posée. Et si ces 2 hommes n'étaient pas les coupables, mais plutôt les victimes? Et voici l'histoire de Tim Jorge, un groupe qui affirmait pouvoir influencer des élections partout dans le monde. Une histoire qui commence au Kenya et qui va nous conduire jusqu'au cœur d'une industrie mondiale de la manipulation. En août 2022, le Kenya organise une élection présidentielle particulièrement disputée. Ces médias kenyans annoncent une course extrêmement serrée entre Raila Odinga et William Ruto qui se tiennent en moins d'un point de différence. Tous les deux sont en dessous de 50% des voix pour l'instant selon la grande majorité des médias. Le 9 août, le pays vote William Ruto face à Raila Odinga qui est en sa 5e tentative pour accéder à la présidence. William Ruto, husband. Le 15 août, la commission électorale déclare Ruto vainqueur. Immédiatement, le camp adverse conteste. Au cœur de l'accusation, un accès informatique non autorisé au système de transmission des résultats. Et 2 noms reviennent dans les débats judiciaires. Des proches du camp de Ruto soupçonnés d'avoir orchestré ces manipulations électorales, mais nous y reviendrons, car la réponse à cette question ne se trouve pas au Kenya. Charged $400,000 to $600,000 per month for Tim Jorge's services. Pendant que les juges examinent ces preuves à Nairobi, une autre histoire est en train de se dessiner. Une histoire qui nous mène dans un bureau discret quelque part en Israël. Cette histoire a été mise à jour par une organisation née d'une tragédie. En 2017, la journaliste indienne Gauri Lankesh, qui enquêtait notamment sur les réseaux de désinformation et l'extrémisme politique, est assassinée devant chez elle. Gauri Lankesh has been shot dead at her home. Son travail inachevé donne naissance à Forbidden Story, un collectif qui poursuit les enquêtes des journalistes réduits au silence. Et en 2022, plus d'une centaine de journalistes issus d'une trentaine de médias lancent une enquête commune. Story
killer. Story killer, qu'en est-il? Eh bien, il s'agit tout simplement rien de moins de la mise en place d'un processus de désinformation massive de la part d'une société. Entre juillet et décembre 2022, 3 d'entre eux infiltrent le groupe en se faisant passer pour des consultants représentant un client anonyme et intéressé par un service très spécifique: retarder une élection quelque part en Afrique. Une précision s'impose avant d'aller plus loin. Toutes les affirmations présentées dans ce documentaire ne reposent pas sur le même niveau de preuve. Certaines sont étayées par des documents techniques. D'autres proviennent de déclarations recueillies pendant l'infiltration. À chaque étape, nous distinguerons ce qui est établi de ce qui reste allégué. Les journalistes échangeaient avec un homme qu'ils ne connaissaient que sous un pseudonyme, Jorge, et il leur propose ses services, environ 6 millions d'euros. Pour convaincre ses clients, il accepte de faire une démonstration. Mais avant de voir ce dont il est capable, il faut répondre à une question. Qui est vraiment l'homme qui se fait appeler Jorge? Les journalistes finissent par percer son anonymat. L'homme qui se faisait appeler Jorge s'appelle en réalité Tal Hanan, 50 ans, ancien membre des forces spécialistes de l'armée israélienne, selon les journalistes. Il dirige 2 structures d'armement international et enregistré sur un site du ministère israélien de la Défense dédié aux entreprises d'exportation liées à la sécurité. Ce n'était pas la première fois que son nom apparaissait. Et 5 ans plus tôt, d'anciens employés de Cambridge Analytica racontaient l'arrivée dans leur bureau de pirates israéliennes porteurs de clés USB chargées d'emails visiblement volés à des responsables politiques. Et face aux clients, Hanan revendique un bilan chiffré. 33 campagnes présidentielles à travers le monde, dont 27 auraient été des succès. Donc il prétend avoir manipulé, être intervenu dans au moins 33 élections présidentielles, dont 27 avec succès, dit-il. Il précise qu'environ 2 tiers de ces opérations concernaient l'Afrique. Mais les services qu'il proposait semblent avant tout répondre aux demandes des clients, quelle que soit leur orientation politique. Mais des mots ne suffisent pas à convaincre des clients prêts à payer des millions d'euros. Et pour les impressionner, Hanan sort son argument commercial. Un logiciel. Sur son écran, Hanan fait défiler des dizaines de visages, des identités entières prêtes à l'emploi. Et en quelques instants, l'avatar existe avec bientôt des comptes sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, YouTube. Plus de 30 000 avatars de ce type, affirme Hanan. Les journalistes, eux, ont assisté à une démonstration du logiciel AIMS. Ils n'ont toutefois pas pu examiner son code source ni vérifier de manière indépendante l'ensemble des capacités revendiquées par Hanan. Hanan en choisit un. Quelques clics suffisent. Une date de naissance, une ville, une biographie sommaire et une nouvelle identité prend vie. En quelques secondes, ce profil anonyme devient un personnage complet, avec bientôt des comptes sur les réseaux sociaux, une activité et un historique. De quoi paraître authentique aux yeux de n'importe qui. Ce que les journalistes filment ce jour-là n'est qu'une démonstration. Mais selon Hanan, plus de 30 000 identités de ce type existeraient déjà, prêtes à être déployées selon les besoins d'une campagne. Un chiffre qu'aucun document indépendant ne permet à ce jour de confirmer. Ce que les journalistes ont pu constater de leurs propres yeux, en revanche, c'est la vitesse du processus. Un visage, un clic, une identité. Le temps qu'il faut pour lire cette phrase, Tim Jorge peut fabriquer un nouveau témoin, un nouveau citoyen, une nouvelle voix qui n'a jamais existé. Un second outil, sa machine à bloc, fabrique automatiquement de faux sites d'actualité pour donner une source, même artificielle, à ce que les avatars relaient. Et vient la démonstration la plus troublante. Hanan tape 4 mots. Tchad,
président frère Déby. 12 secondes plus tard, des tweets hostiles au gouvernement tchadien s'affichent générés automatiquement prêts à être utilisés par l'armée de faux comptes. Et une question se pose. Cette machine a-t-elle réellement été utilisée sur le terrain? Et la réponse nous amène précisément là où cette histoire a commencé. De la désinformation à grande échelle, partie d'Israël, qui a visé notamment, car l'affaire est tentaculaire, une trentaine de campagnes électorales dans le monde. La majorité d'entre elles sur le continent africain. Ce sont les révélations du collectif de journalistes d'investigation Forbidden Stories. Au départ, toute l'affaire semblait désigner deux hommes comme les auteurs d'un piratage local. Et voici ce que les journalistes ont finalement découvert. En tentant d'effacer les traces d'une opération, Hanan a supprimé ses propres messages, mais pas ceux de son interlocuteur qui les avait conservés. Et grâce à cette erreur, les journalistes obtiennent des éléments qu'ils estiment démontrer qu'à l'été 2022, Hanan disposait d'un accès au compte de messagerie de deux hommes proches de William Ruto. Ces hommes sont Denis Intoubi, en charge de la stratégie numérique de sa campagne, et Davis Shirshir, son chef de cabinet. Et devant les journalistes en direct, Hanan montre ce qu'il dit avoir obtenu. 2 comptes Gmail, un Google Drive, des comptes Telegram. Selon les journalistes, rien n'indiquait que les personnes concernées avaient connaissance de cette intrusion. Or, Intumbi et Shirshir sont les deux hommes que nous avons rencontrés au tout début de cette enquête. Ce que la justice kenyane a innocenté dans une affaire où on les accusait d'avoir participé à un piratage électoral. Finalement, les éléments recueillis par les journalistes montrent qu'ils étaient eux-mêmes la cible d'un harcèlement autorisé à leur compte. Au moment même où on les accusait publiquement, ils en étaient la cible présumée, pas de la part d'un rival politique, mais d'un groupe privé opérant depuis l'Israël. Faut-il en conclure que Tim Jorge a changé le résultat de l'élection? Non. Forbidden Story l'écrit noir sur blanc. Il n'existe à ce jour aucune preuve définitive que Tim Jorge ait cherché à manipuler le résultat de la présidentielle kenyane. Instead of them coming to give all this information, they are telling the media, oh, I know who has the money for Eurobond. I know why it was used. Why are they not going to EFCC if they are honest? Odinga says he gave all the information in a letter in which he cited inaccuracies regarding the Eurobond process. He had declared he will not engage in a cover-up process by honoring summons to the Ethics and Anti-Corruption Commission. But the Deputy President differs. Why doesn't he use whatever other means? Why doesn't he go to FBI? Because if he believes in FBI, why doesn't he go to some other who to tell them that this is what has happened? Because he knows he has no truth in what he's saying. Le Nigeria est le seul autre pays cité nommément. Le lien remonte au scandale Cambridge Analytica de 2015. D'anciens employés évoquaient déjà des pirates israéliens proposant des données volées à des responsables politiques nigérians. Ce lien historique est établi, son ampleur exacte et son impact réel restent flous, même avec les journalistes qui l'ont documenté. Un troisième pays apparaît, et ça va vous surprendre. C'est le Sénégal. Selon les journalistes, un membre de Tim Jorge affirme être intervenu en soutien à la réélection du président Macky Sall en 2019. Une précision essentielle figure juste dans les articles qui relaient cette information. Rien ne permet d'affirmer que Macky Sall lui-même était au courant de cette intervention. Il n'existe à ce jour aucune preuve indépendante équivalente à celle du Kenya. Les articles consultés ne font état d'aucune réaction officielle majeure. Un dernier pays mérite d'être mentionné, le Maroc, où en 2022, des comptes que les journalistes attribuent au réseau présenté par Hanan ont propagé une campagne de désinformation liée au conflit du Sahara occidental. Pas une élection. Tim Jorge n'est pas un phénomène isolé. Dès 2019, Meta a annoncé avoir supprimé plusieurs réseaux de désinformation, dont une opération attribuée à des entités liées à Evgeny Prigojine, ciblant 8 pays africains avec
35 comptes et 53 pages supprimées. Ces marchés continuent de croître. Selon un rapport en 2024 de l'Africa Center for Strategy Study, les campagnes de désinformation parrainées par des acteurs étrangers ont presque quadruplé sur le continent depuis 2022, touchant au moins 39 pays africains. 189 campagnes ont été recensées au total et l'argent suit une courbe révélatrice. En 2015, sur un document obtenu par les journalistes, Hanan facturait 160 000 $ pour 8 semaines de travail préparatoire. En 2022, il en demande 6 millions d'euros pour une seule campagne. Ce que ces chiffres désignent, ce n'est pas le portrait d'un homme isolé, mais de celui d'un secteur entier avec ses tarifs, ses intermédiaires et sa clientèle mondiale. Face aux questions détaillées des journalistes, Tal Hanan n'a jamais développé une seule question, une seule phrase: je nie tout acte répréhensible. Les médias du consortium indiquent avoir sollicité les personnes et entreprises mises en cause avant publication. Et leur réponse, c'est que lorsqu'elles ont été reçues, elles ont été intégrées aux articles. Et voici ce que nous savons avec certitude. Tal Hanan existe. Les journalistes ont filmé une démonstration de logiciel présentée par AIMS et ils ont obtenu des éléments qu'ils estiment démontrer un accès au compte de 2 collaborateurs de Ruto. Voici ce que nous ignorons. Combien d'élections ont réellement été affectées? Qui a payé? Et si un seul résultat électoral a été concrètement modifié? Ces limites sont inhérentes à ce type d'enquête. Elles rappellent la différence entre des faits documentés, des éléments matériels et des déclarations recueillies lors d'une infiltration. Les démocraties reposent sur une idée simple: accepter les résultats d'une élection. Et lorsque chacun finit de douter de tout, il devient impossible de distinguer la fraude réelle de la manipulation et même la vérité perd sa valeur. Le vrai danger n'est peut-être pas de pirater une machine, mais de pirater notre confiance. Les démocraties ne disparaissent pas sous les coups d'un coup d'État, mais elles peuvent aussi s'éroder lorsque plus personne ne sait à quoi faire confiance. C'était Dora.